Parmi les richesses les plus impressionnantes des monarques asiatiques, on trouve des objets d'une valeur inestimable, témoins de leur pouvoir et de leur opulence. Par exemple, la dynastie Qing a laissé un héritage financier considérable, avec un prêt de 83 millions de dollars. À cela s'ajoutent des joyaux exceptionnels comme le diamant COO, estimé à plus de 20 milliards de dollars, et la somptueuse couronne des sultans de Caille. Ces objets rares et précieux incarnent le faste et la grandeur des souverains asiatiques. Numéro 12, la collection automobile du sultan de Brunei, un empire du luxe caché. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, est célèbre pour posséder la plus grande collection privée de voitures au monde. Avec environ 7000 véhicules, d'une valeur totale dépassant les 5 milliards de dollars, cette collection est bien plus qu'une simple accumulation de voitures. C'est un véritable royaume de luxe et de rareté. Parmi ses trésors automobiles, on compte plus de 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari et 380 Bentley. Le sultan détient également des modèles uniques comme la McLaren F1, la Ferrari F40 et la Porsche 959, certaines étant des pièces uniques au monde, spécialement conçues pour lui. La majorité de ces acquisitions ont eu lieu dans les années 1990, une période où le sultan et son frère, le prince Jeffrey, dépensèrent des milliards de dollars en biens de luxe. Grâce à la richesse générée par les ressources pétrolières du Brunei, ils pouvaient se permettre presque tout ce qu'ils désiraient. À une époque, près de la moitié des Rolls-Royce dans le monde appartenaient à la famille royale. Cependant, une grande partie de cette collection reste cachée du public, entreposée dans des garages secrets. Des photos fuitées ont révélé des entrepôts remplis de voitures, certaines en parfait état, tandis que d'autres semblent abandonnées depuis des années. Numéro 11, le diamant du Jubilé d'or, un joyau royal thaïlandais. Parmi les trésors les plus emblématiques de la monarchie thaïlandaise, le diamant du Jubilé d'or occupe une place particulière. Ce joyau, pesant 545,67 carats, est le plus grand diamant taillé au monde. À l'origine, cette pierre brute ne présentait rien d'exceptionnel à l'œil nu. Cependant, la société diamantaire renommée Ness en a fait l'acquisition et l'a utilisée pour tester de nouvelles techniques de taille. Confié au maître tailleur Gabriel Tolkowski, célèbre pour son expertise, le diamant a subi une transformation spectaculaire. Pendant 2 ans, Tolkowski a travaillé méticuleusement pour donner vie à cette pierre terne. Le processus n'a pas été sans difficulté. Des fissures internes rendèrent la taille particulièrement risquée. Mais grâce à son savoir-faire, le diamant est devenu une magnifique pierre brun-jaune, dotée d'une taille en coussin à motif floral unique appelé « rose de feu ». Ce chef-d'œuvre de joaillerie a finalement vu le jour en 1995. La même année, un groupe d'hommes d'affaires thaïlandais, dirigé par Henry Oh, a acquis ce diamant exceptionnel. Leur intention était de l'offrir en cadeau au roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande à l'occasion de son 50e anniversaire de règne célébré lors des festivités du Jubilé d'or. Le nom du diamant, Jubilé d'or, s'est donc imposé naturellement. Avant d'être présenté au roi, le diamant a reçu des bénédictions successives de figures spirituelles majeures. Le pape Jean-Paul II, le patriarche suprême du bouddhisme thaïlandais, et l'imam suprême de l'islam. Ces bénédictions ont ajouté une dimension sacrée et symbolique au joyau, renforçant son importance en tant qu'objet de pouvoir et de richesse. Lorsque le roi Bhumibol a reçu ce diamant, il l'a intégré au trésor royal de Thaïlande en faisant un symbole national de prestige et de prospérité. Aujourd'hui, le diamant du Jubilé d'or est exposé au musée royal de Bangkok dans le hall du trône du palais royal. Il attire des visiteurs du monde entier, éblouis par sa beauté et son histoire. Ce diamant exceptionnel rappelle que, dans les monarchies asiatiques, le luxe ne se résume pas à l'accumulation de richesses matérielles. Il s'inscrit dans une tradition profondément enracinée où chaque objet incarne une histoire, une spiritualité et un pouvoir unique. Que ce soit à travers le diamant du Jubilé d'or ou d'autres joyaux royaux, la Thaïlande continue de célébrer son héritage culturel avec faste et élégance. Numéro 10. Le collier Cartier Nizam of Hyderabad, un chef-d'œuvre de joaillerie royale. Parmi les pièces de joaillerie les plus célèbres et les plus somptueuses au monde, le collier Nizam of Hyderabad occupe une place de choix. Créé par la maison Cartier en 1935, ce collier exceptionnel est orné de plus de 300 diamants, disposés dans un motif floral élaboré. Chaque rose en diamant est soigneusement placée pour capturer et refléter la lumière, faisant de ce collier l'un des plus admirés et des plus emblématiques jamais conçus. Ce collier a été offert en cadeau de mariage à la reine Elisabeth II en 1947 par le Nizam d'Hyderabad, Mir Osman Ali Khan. Considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, le Nizam était si fortuné
qu'il figurait en couverture du magazine Time en 1937 sous le titre « L'homme le plus riche du monde ». Plutôt que de choisir lui-même le cadeau, il demanda à Cartier de laisser la jeune princesse choisir ce qu'elle désirait. Elle opta pour ce collier en diamant, accompagné d'un diadème assorti, deux pièces qui incarnent l'élégance et le luxe absolu. Le Nizam d'Hyderabad était connu pour sa richesse légendaire. Parmi ses trésors figurait même le diamant Jacob, un joyau de 185 carats qu'il utilisait nonchalamment comme presse-papier. Le collier Nizam of Hyderabad, quant à lui, est devenu l'un des bijoux les plus emblématiques de la reine Élisabeth II. Elle le portait fréquemment lors d'événements royaux, où les diamants scintillaient sous les lumières, rappelant à tous que ce collier n'était pas seulement un accessoire, mais une déclaration de puissance, de richesse et de prestige. Aujourd'hui, ce collier historique est parfois porté par Catherine, princesse de Galles, perpétuant ainsi son héritage royal. Chaque fois qu'elle l'arbore, les diamants brillent avec la même intensité que lorsqu'ils ornaient le cou de la reine Élisabeth II. Ce bijou exceptionnel reste un symbole intemporel de l'opulence et du raffinement. Cependant, la richesse royale ne se limite pas aux joyaux conservés dans des demeures tranquilles en Angleterre. Par exemple, une vente aux enchères historiques en Chine a atteint la somme astronomique de 83 millions de dollars, réécrivant l'histoire des trésors royaux. Ces événements rappellent que la richesse des monarchies s'exprime à travers des objets d'art, des bijoux et des artefacts qui transcendent les époques, incarnant à la fois le pouvoir et le patrimoine culturel. Numéro 9. Le vase de la dynastie Qing, un trésor redécouvert. Le vase de la dynastie Qing, également connu sous le nom de vase Pining, est l'un des objets d'art les plus chers jamais vendus aux enchères. Bien qu'il ressemble à première vue à un simple vase ancien, il s'agit en réalité d'un trésor perdu datant de la dynastie Qing en Chine. En 2010, ce vase a fait sensation dans le monde entier lorsqu'il a été vendu pour la somme astronomique de 83 millions de dollars. Datant du XVIIIe siècle, il a été créé sous le règne de l'empereur Qianlong, l'un des plus grands souverains de la Chine impériale. Ce vase est recouvert de motifs délicats peints dans des tons pastels, notamment du jaune pâle et du bleu, avec des détails floraux et des représentations de poissons, symbole de prospérité dans la culture chinoise. Les experts estiment qu'il a été fabriqué spécifiquement pour l'empereur Qianlong, ce qui ajoute à sa valeur historique et artistique. Pendant des décennies, sa localisation est restée un mystère, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans une modeste maison de Pinner, une petite ville tranquille d'Angleterre. La famille, qui possédait ce vase, ignorait totalement sa valeur. Lorsque la propriétaire est décédée, ses héritiers ont commencé à trier ses affaires et ont découvert le vase. Pensant qu'il s'agissait d'un objet ordinaire, ils l'ont apporté à une maison de vente aux enchères locales, Bainbridge. Lorsque les experts ont examiné le vase, ils ont été stupéfaits par la finesse de ses détails et la qualité exceptionnelle de sa fabrication. Ils ont rapidement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple vase ancien, mais d'un artefact rare et inestimable de l'histoire chinoise. Le vase a été mis aux enchères avec des attentes élevées, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Des collectionneurs du monde entier, en particulier de Chine, se sont battus pour l'acquérir, souhaitant ramener ce trésor dans son pays d'origine. Les enchères y ont atteint des sommets et le vase a finalement été vendu pour 83 millions de dollars, devenant l'un des objets d'art les plus chers jamais vendus. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'acheteur, dont l'identité reste mystérieuse, n'a jamais honoré son paiement, laissant la maison de vente aux enchères dans une situation délicate. Après une longue attente, le vase a finalement été vendu en privé pour environ 25 millions de livres sterling. Bien que ce montant soit inférieur au record initial, il reste l'un des vases les plus précieux au monde. Ce vase incarne à la fois l'art raffiné de la dynastie Qing et l'importance de préserver les trésors culturels. Il rappelle également que les objets d'art peuvent traverser les siècles et les continents, portant avec eux des histoires fascinantes. Alors que le vase de la dynastie Qing a captivé le monde, d'autres joyaux, comme le collier de rubis Patiala, illustrent comment la richesse et l'ambition royale peuvent se rencontrer pour créer des œuvres d'une splendeur inégalée. Numéro 8. Le collier de rubis Patiala, un chef-d'œuvre de joaillerie royale. Parmi les pièces de joaillerie les plus somptueuses et les plus précieuses jamais créées, le collier de rubis Patiala occupe une place exceptionnelle. Conçu par la maison Cartier en 1931 pour le Maharaja Bhupinder Singh de Patiala, ce collier est un véritable symbole de luxe et de pouvoir. Il est orné de rubis d'un rouge profond, de diamants étincelants et de perles naturelles, le tout monté sur du platine. Ce bijou a été créé pour refléter la richesse et le prestige de l'un des souverains les plus opulents de l'Inde. Le Maharaja de Patiala était célèbre pour son amour du luxe et son goût pour les bijoux exceptionnels.
Il possédait certaines des pièces les plus chères au monde et collaborait régulièrement avec les meilleurs joailliers pour créer des œuvres uniques mêlant l'artisanat européen à l'esthétique royale indienne. Le collier de rubis Patiala est l'une des nombreuses commandes qu'il a passées auprès de Cartier, une maison réputée pour son excellence. Après avoir été offert à l'une des épouses du Maharaja, le collier a été photographié en 1931, devenant un emblème de richesse et de pouvoir. Cependant, au fil des années, il a mystérieusement disparu. Personne ne savait où il se trouvait, ni qui en était le propriétaire. Certaines parties du collier ont été perdues, et son design original a été altéré. En 2012, Cartier a entrepris la mission de restaurer ce joyau historique. Les artisans ont travaillé avec soin pour lui redonner sa splendeur d'antan tout en préservant son histoire et son intégrité. L'objectif était de restituer la magnificence du collier tel qu'il était lorsque le Maharaja en était le fier propriétaire. Aujourd'hui, le collier de rubis Patiala fait partie de la collection Al Thani, appartenant à Sheikh Hamad bin Abdullah Al Thani. Cette collection renferme certains des bijoux les plus rares et les plus précieux au monde. Le collier a été exposé lors de plusieurs événements prestigieux permettant au public d'admirer de près son design époustouflant et son histoire fascinante. Le collier de rubis Patiala rappelle que les bijoux ne sont pas seulement des accessoires, mais aussi des symboles de pouvoir, de culture et d'histoire. Si un tel collier pouvait acheter un palais, il témoigne également de la grandeur des trésors royaux indiens, où les couronnes étaient souvent ornées de bien plus que de l'or. Ces joyaux continuent de captiver le monde, incarnant l'héritage somptueux des monarchies indiennes. Numéro 7. Le diamant sec du Maharaja Dulip Singh, un trésor royal perdu. Le diamant sec du Maharaja Dulip Singh est l'un des joyaux les plus fascinants de l'histoire indienne. Il s'agit d'un ornement de turban porté par les rois indiens, incrusté de diamants étincelants et surmonté de 3 plumes majestueuses qui captent la lumière à chaque mouvement. Ce chef-d'œuvre de joaillerie est considéré comme l'un des trésors royaux les plus somptueux jamais créés. Cependant, son histoire est marquée par la gloire, la perte et la tragédie. Dulip Singh n'était pas un roi ordinaire, il est devenu le souverain du Punjab à l'âge de 5 ans. Succédant à son père, le Maharaja Ranjit Singh, qui avait bâti un empire puissant et accumulé des trésors inestimables. Mais tout a changé avec l'arrivée des Britanniques. À seulement 11 ans, Dulip Singh a été contraint d'abdiquer son trône et de renoncer à tous ses biens, y compris le célèbre diamant Koh-i-Noor et d'autres joyaux précieux. Les Britanniques ont pris le contrôle de son royaume, marquant le début d'une vie d'exil pour le jeune roi. Envoyé en Angleterre, Dulip Singh a été élevé dans l'aristocratie britannique. Traité comme un invité d'honneur, il a été accueilli par la reine Victoria qui l'admirait et l'intégra à la haute société. Bien qu'il portait des costumes anglais élégants, il n'a jamais oublié ses racines. Lorsqu'il revêtait ses habits royaux traditionnels, il arborait fièrement son diamant sec. Un portrait célèbre de 1854 le montre dans toute sa splendeur royale, les diamants de son turban brillant intensément, rappelant au monde qu'il était autrefois un roi. Cependant, la vie en Angleterre était étrange et mélancolique pour Dulip Singh. Bien qu'il vivait dans une grande maison, entouré de serviteurs et de richesses, il était loin de chez lui et privé de tout pouvoir réel. Les Britanniques avaient confisqué son royaume, mais lui offrait une existence dorée, une contradiction qui le hantait. Le diamant sec est devenu un symbole douloureux de ce qu'il avait perdu. En grandissant, Dulip Singh est devenu de plus en plus agité. Il rêvait de retourner en Inde et de réclamer son héritage, mais les Britanniques ne l'ont jamais permis. Malgré ses efforts désespérés pour résister, il n'a jamais réussi à retrouver ce qui lui avait été pris. Il est mort en exil, loin de sa terre natale, sans jamais récupérer ses trésors perdus. Le diamant sec, autrefois symbole de sa royauté, a disparu, tout comme l'empire qu'il représentait. Le diamant sec du Maharaja Dulip Singh reste un rappel poignant d'une époque révolue où les trésors royaux incarnaient la puissance et la gloire. Bien que ces joyaux aient été perdus, leur histoire continue de captiver, témoignant de la richesse culturelle et historique de l'Inde. Cependant, même ces trésors perdus ne peuvent rivaliser avec les symboles de pouvoir soigneusement préservés par d'autres monarchies asiatiques, comme la Thaïlande, où les rois ont su créer des objets d'une telle magnificence qu'ils rendent les diamants presque ordinaires. Numéro 06. La couronne de la Grande Victoire de Thaïlande, un symbole de pouvoir et de tradition. Parmi les trésors les plus emblématiques de la monarchie thaïlandaise, la couronne de la Grande Victoire occupe une place centrale. Portée par les rois de Thaïlande depuis plus de 200 ans, cette couronne incarne à la fois l'autorité royale et les traditions ancestrales du pays. Elle a été créée en 1782 lorsque le roi Rama Ier a fondé la dynastie Chakri,
marquant le début d'une nouvelle ère pour le royaume de Siam, aujourd'hui la Thaïlande. La couronne, haute de 66 cm et pesant 7,3 kg, est entièrement fabriquée en or massif. Elle est ornée de motifs émaillés rouges et verts, mais ce qui attire immédiatement l'attention est le diamant géant qui surmonte son sommet. Ce diamant, connu sous le nom de « diamant de la Grande Victoire », a été ajouté plus tard par le roi Rama IV. Provenant d'Inde, ce joyau ajoute une touche de magnificence à une pièce déjà impressionnante. Le design de la couronne est unique, avec une forme pointue et élancée qui la distingue des couronnes européennes. Elle est construite en couches successives, chacune plus haute que la précédente, se terminant par une pointe acérée. Cette forme symbolise le pouvoir divin du roi et son autorité sur le pays et son peuple. Lors de la cérémonie de couronnement, le roi ne se fait pas couronner par une autre personne. Au lieu de cela, il soulève lui-même la couronne et la place sur sa tête. Ce geste symbolise que son autorité ne lui est pas simplement conférée, mais qu'il la considère comme un devoir et un droit sacré. La couronne fait partie des régalias royaux, aux côtés d'autres objets sacrés tels que l'épée de la victoire et le bâton royal. La couronne de la Grande Victoire ne se limite pas aux cérémonies royales. Son image est omniprésente en Thaïlande, apparaissant sur les insignes officiels de l'armée royale et de la police. Les officiers supérieurs portent des badges arborant la couronne, symbolisant leur lien avec le roi et la monarchie. Cette couronne inestimable est conservée au sein du Grand Palais de Bangkok, où elle est protégée comme l'un des joyaux les plus précieux du trésor royal thaïlandais. Elle n'est sortie que lors d'occasions spéciales, servant de rappel puissant de l'histoire, du pouvoir et de la légitimité sacrée de la monarchie thaïlandaise. Si la couronne de la Grande Victoire règne sur la Thaïlande, les rois de Myanmar, quant à eux, s'asseyaient sur des trônes dont la valeur dépassait celle des métaux précieux. Ces trônes, souvent richement décorés, symbolisaient un pouvoir qui n'avait pas besoin de bijoux pour impressionner. Il rappelle que, dans certaines cultures, la véritable richesse réside dans la tradition et la spiritualité, bien au-delà des apparences matérielles. Numéro 5. Le trône du lion d'or de Myanmar. Un symbole de pouvoir et de tradition. Le Sasana Palanka, également connu sous le nom de trône du lion d'or, est l'un des trésors les plus emblématiques de l'histoire du Myanmar. Utilisé par les rois birmans lors de cérémonies importantes et pour prendre des décisions cruciales, ce trône incarne à la fois l'autorité royale et les croyances spirituelles du pays. Fabriqué à partir d'un bois précieux appelé yamane, réputé pour sa durabilité et sa texture fine, le trône est recouvert de sculptures détaillées représentant des lions, d'où son nom. Au sommet du trône, des symboles du soleil et de la lune, ainsi que des représentations de divinités, rappellent la croyance selon laquelle les rois birmans descendaient à la fois des dynasties solaires et lunaires. Chaque détail du trône a été conçu pour souligner que le roi était choisi par les cieux. Le palais royal de Myanmar abritait autrefois 9 trônes, mais le trône du lion d'or était l'un des plus importants. Il était conservé dans la salle de la Cour suprême, où les rois se réunissaient pour rendre la justice. Construit en 1816 sous le règne du roi Bodaopaya, une autre version de ce trône était placée dans la salle d'audience royale. Les 2 trônes étaient utilisés pour des cérémonies et des rituels distincts tout au long de l'année. En 1885, tout a changé lorsque les Britanniques ont envahi le Myanmar et détrôné le roi Tibau. Les Britanniques ont saisi de nombreux trésors royaux, dont le trône du lion d'or. En 1902, ils l'ont envoyé en Inde, où il a été exposé dans un musée à Kolkata pendant des décennies, loin de la terre, où il symbolisait autrefois le pouvoir. Après l'indépendance du Myanmar, en 1948, le trône a finalement été restitué. Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes, a supervisé son retour. Initialement placé dans la résidence présidentielle, le trône a été transféré en 1959 au Musée national de Yangon, où il se trouve encore aujourd'hui. Le trône du lion d'or n'est utilisé que 3 fois par an, lors de célébrations importantes comme le Nouvel An birman et les festivals bouddhistes. Lorsque les officiels royaux souhaitaient offrir des cadeaux au roi, ils devaient demander une permission spéciale et s'approcher du trône avec respect, en le touchant uniquement de la main droite avant de présenter leur offrande. Ce rituel soulignait le caractère sacré du trône et son rôle central dans la monarchie birmane. Si le trône du lion d'or est un symbole majestueux du pouvoir birman, les rois perses ont porté l'art de l'accumulation de trésors à un niveau supérieur. Dans les coffres les plus sécurisés d'Iran se trouvent des richesses qui dépassent l'imagination, faisant pâlir même les sultans les plus opulents. Ces trésors rappellent que, dans de nombreuses cultures, la richesse et le pouvoir sont souvent incarnés par des objets d'une beauté et d'une valeur inestimables. Numéro 4. Les joyaux de la couronne iranienne, un trésor national.
Parmi les trésors les plus somptueux du monde, les joyaux de la couronne iranienne occupent une place exceptionnelle. Cette collection comprend des couronnes, des épées, des boucliers et d'autres objets royaux, tous incrustés de diamants, d'émeraudes et de rubis. Ces pierres précieuses, autrefois propriété des rois perses, ont été transmises à travers les siècles et sont aujourd'hui conservées dans les coffres de la Banque centrale d'Iran à Téhéran. Cette collection, d'une valeur inestimable, témoigne de la richesse et du pouvoir des dynasties qui ont régné sur la Perse. L'histoire de ces joyaux remonte à la dynastie safavide qui a régné de 1502 à 1736. Les souverains perses ont rassemblé des pierres précieuses rares provenant des quatre coins du monde, créant des couronnes et des ornements qui symbolisaient leur puissance. Cependant, un tournant majeur s'est produit en 1739 lorsque Nader Shah, le souverain d'Iran, a envahi l'Inde. Il est revenu avec certains des trésors les plus précieux de l'Empire moghol, dont le célèbre diamant Darya-Yenoor, la mer de lumière, et le légendaire trône du Paon. Ces joyaux sont devenus le cœur de la collection royale iranienne. L'un des joyaux les plus impressionnants de cette collection est la couronne Pahlavi, créée en 1926 pour le couronnement de Reza Shah, fondateur de la dynastie Pahlavi. Cette couronne, ornée de diamants, d'émeraudes, de rubis et de perles, est considérée comme l'une des plus belles couronnes royales de l'histoire. Pesant environ 2 kg, elle a également été portée par son fils, Mohammad Reza Pahlavi, lors de son couronnement en 1967. Chaque pierre précieuse de cette couronne a été soigneusement sélectionnée pour refléter la grandeur de la monarchie iranienne. Le diamant Darya-Yenoor, l'un des plus grands diamants taillés au monde, est un autre joyau emblématique de la collection. Pesant environ 182 carats, ce diamant rose pâle est célèbre pour sa taille unique et son éclat exceptionnel. Originaire des trésors moghols de l'Inde, il a été ramené en Iran par Nader Shah et est depuis devenu un symbole national. Son nom, qui signifie mer de lumière, évoque la splendeur et la rareté de cette pierre précieuse. La collection comprend également un globe impérial, une pièce unique en son genre. Contrairement au globe traditionnel, les océans sont représentés par des émeraudes, tandis que les continents sont recouverts de rubis et de saphirs. Créé en 1937 par les meilleurs artisans joailliers d'Iran, ce globe est un chef-d'œuvre qui illustre la richesse et la créativité de l'artisanat persan. Malgré les bouleversements politiques qu'a connus l'Iran au cours du XXe siècle, la collection des joyaux de la couronne est restée intacte. Ces joyaux, désormais considérés comme des biens nationaux, sont conservés à la Banque centrale d'Iran et servent de garantie pour la monnaie nationale. Ils continuent d'incarner la fierté et l'héritage culturel de l'Iran. Si les joyaux de la couronne iranienne illustrent la richesse de la Perse, les sultans d'Indonésie ont prouvé qu'une couronne parfaite peut surpasser des milliers de pierres précieuses. Leur héritage rappelle que, dans certaines cultures, la véritable grandeur réside dans la simplicité et l'élégance, bien au-delà de l'accumulation de richesses matérielles. Numéro 3, la couronne des sultans de Kutai, un trésor royal indonésien. Parmi les trésors les plus précieux d'Indonésie, la couronne des sultans de Kutai occupe une place emblématique. Fabriquée en or et ornée de diamants, cette couronne est un symbole de pouvoir et de richesse. Elle a été utilisée pour la première fois sous le règne du sultan Muhammad Sulaiman, qui a gouverné de 1845 à 1899. Inspirée du style javanais classique, elle ressemble aux couronnes portées lors des cérémonies et des spectacles royaux traditionnels. Mesurant environ 30 cm de long, 25 cm de large et 12 cm de haut, chaque détail de cette couronne a été soigneusement conçu pour refléter la grandeur des souverains de Kutai. Le sultanat de Kutai n'est pas un royaume ordinaire. Ses origines remontent au IVe siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens royaumes d'Indonésie. Le premier souverain connu, Maharaja Sri Mulawarman, a établi une dynastie puissante qui a perduré pendant des siècles. Au fil du temps, de nombreux dirigeants se sont succédés, chacun contribuant à accroître la richesse et l'influence du royaume. La couronne en or est un élément central de cet héritage, transmise de génération en génération. La couronne était portée lors des événements royaux les plus importants, symbolisant le droit divin du sultan à gouverner et la puissance du royaume de Kutai. L'artisanat exceptionnel de la couronne témoigne du savoir-faire des artisans indonésiens. L'or a été travaillé selon des techniques de forge anciennes, tandis que les diamants ont été sertis avec une précision remarquable. Cette couronne était bien plus qu'un simple accessoire. Elle incarnait le statut et l'autorité du sultan reconnus dans toute la région. En 1967, un tournant décisif a eu lieu. La couronne a été confiée au Musée national d'Indonésie, une décision visant à assurer sa préservation pour les générations futures. Aujourd'hui, la couronne en or des sultans de Kutai est exposée au Musée national de Jakarta, où elle continue de captiver les visiteurs par sa beauté et son histoire.
Si la couronne de Kutai règne sur l'Indonésie, le joyau le plus précieux d'Asie continue de fasciner le monde entier. Certains diamants, en effet, valent bien plus que l'or et le sang, rappelant que la véritable richesse réside souvent dans des trésors qui transcendent les frontières et les époques. Numéro 2, le diamant Koh-i-Noor, une pierre légendaire et controversée. Parmi les pierres précieuses les plus célèbres et les plus controversées au monde, le diamant Koh-i-Noor occupe une place à part. Son nom, qui signifie « montagne de lumière » en persan, évoque à la fois sa beauté et son histoire tumultueuse. Ce diamant a été transmis entre les mains de nombreux souverains, volé lors de batailles et disputé pendant des siècles. Aujourd'hui, il est exposé à la Tour de Londres, faisant partie des joyaux de la couronne britannique. Cependant, beaucoup estiment qu'il n'aurait jamais dû s'y trouver. Le Koh-i-Noor a été extrait il y a plusieurs milliers d'années en Inde, plus précisément dans les mines de Golconde, réputées pour produire certains des diamants les plus grands et les plus purs de l'histoire. Initialement, il était conservé dans des temples hindous où on lui attribuait des pouvoirs divins. Au fil du temps, il est devenu un symbole de pouvoir et de richesse. On croyait que quiconque possédait le Koh-i-Noor régnerait sur de vastes territoires. Au XVIIIe siècle, le dirigeant perse Nader Shah a envahi l'Inde et s'est emparé du diamant. C'est lui qui lui a donné son nom actuel. Après sa mort, le diamant a changé de main à plusieurs reprises, passant entre les dirigeants afghans, les empereurs, moghols et d'autres monarques. Chaque nouveau propriétaire croyait que le diamant le rendait invincible. En 1849, les Britanniques ont vaincu l'Empire sikh et ont contraint ses dirigeants à céder le Koh-i-Noor. Il a été emmené en Angleterre et offert à la reine Victoria. À l'époque, le diamant pesait 191 carats. Les Britanniques ont décidé de le retailler pour augmenter son éclat. En 1852, il a été réduit à 105,6 carats. Certains estiment que cette transformation a altéré sa beauté originelle, mais les Britanniques y voyaient un moyen de le rendre plus adapté à leur couronne. Aujourd'hui, le Koh-i-Noor est serti dans la couronne de la reine-mère exposée à la Tour de Londres. Le Koh-i-Noor reste au cœur de vives controverses. Plusieurs pays, dont l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, réclament son retour, affirmant qu'il a été acquis de manière injuste et qu'il devrait être restitué à son pays d'origine. Bien que sa valeur soit inestimable, il incarne également les tensions historiques et politiques liées à l'héritage colonial. Si le Koh-i-Noor est un joyau inestimable, les anciens rois de Corée ont laissé derrière eux des trésors encore plus rares dans leurs tombes. Lorsque l'or pur rencontre le sacré, les étiquettes de prix perdent tout leur sens. Ces artefacts, chargés d'histoire et de spiritualité, rappellent que la véritable richesse réside souvent dans des objets qui transcendent la simple valeur matérielle. Numéro 1. La couronne d'or de Silla, un trésor ancestral coréen. Enfin, mais non des moindres, la couronne d'or de Silla occupe une place majeure dans l'histoire des trésors royaux. Ces couronnes ont été fabriquées dans le royaume de Silla, qui a régné de 57 avant Jésus-Christ jusqu'à 935 après Jésus-Christ. Elles ont été découvertes dans de grandes tombes royales à Gyeongju, l'ancienne capitale de Silla. Chaque couronne est faite d'or pur et ornée de jade, un matériau précieux symbolisant la pureté et l'éternité. Le design de ces couronnes est sans égal. Elles prennent la forme d'arbres stylisés, avec des branches s'élevant depuis le sommet et des ramures dorées de chaque côté. Les historiens pensent que cette forme symbolise l'arbre du monde, un lien sacré entre le ciel et la terre. Les ramures, quant à elles, pourraient représenter la force et la prospérité, s'inspirant des bois de cerf, un animal important dans la culture coréenne ancienne. Ces couronnes ont été retrouvées dans les tombes des rois et reines de Silla. Elles étaient probablement portées lors de cérémonies importantes avant d'être enterrées avec leurs propriétaires. Le royaume de Silla était réputé pour sa richesse et ces couronnes en sont la preuve. Bien que l'or soit rare et précieux, les artisans de Silla ont maîtrisé l'art de le travailler en feuilles minces pour créer des motifs délicats et complexes. De petits disques d'or et des perles de jade suspendues aux côtés des couronnes scintillaient à chaque mouvement. La découverte de ces couronnes au XXe siècle a été un choc pour le monde archéologique. Lorsque les chercheurs ont ouvert les tombes royales de Gyeongju, ils ont trouvé ces trésors intacts, préservés depuis plus de 1000 ans. L'état de conservation exceptionnel des couronnes témoigne du savoir-faire incroyable des artisans de Silla. Chaque détail raconte une histoire sur les dirigeants du royaume et leur connexion avec le divin. Aujourd'hui, les couronnes d'or de Silla sont considérées comme des trésors nationaux de la Corée du Sud. Elles sont exposées dans des musées où les visiteurs peuvent admirer leur beauté de près. Ces couronnes ne sont pas seulement des objets d'art, elles incarnent l'héritage culturel et spirituel d'une civilisation ancienne.
Si les rois de Silla possédaient des couronnes en or, les milliardaires d'aujourd'hui organisent des fêtes secrètes où l'argent ne suffit pas à acheter une invitation. Pour découvrir ce qui se passe vraiment lors des événements exclusifs de l'élite monégasque, regardez la vidéo suivante.